Bienvenue dans ce condensé de l'actualité. L'essentiel a commencé par ce lancement de la campagne de vaccination contre le paludisme ce lundi. La maladie qui tue 4 personnes par jour, dont 3 enfants de moins de 5 ans, selon le ministère de la Santé. 250 000 enfants sont concernés par la première phase de vaccination gratuite, dont le lancement a lieu à la mairie d'Abobo. Des pompes villageoises, du matériel biomédical, des logements et autres infrastructures sociales remises aux populations de Béquet. Réalisation du conseil régional avec à sa tête le ministre Jacques Kassaoré-Conan. Selon lui, ces œuvres sociaux sont une volonté du président de la République. Vous allez l'entendre. Et puis 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes ce lundi pour des élections législatives et présidentielles promises au président Paul Kagame qui dirige le pays depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994 et son parti, le Front patriotique rwandais. Bonjour à tous. Ce lundi, à la mairie d'Abobo démarre une campagne de vaccination contre le paludisme. 250 000 enfants sont concernés par la première phase de vaccination gratuite. Cette campagne concerne les enfants de 6 à 23 mois. Elle vise en priorité les nourrissons car la mortalité infantile liée à cette maladie est importante. On voit cela avec Didier Nguessan. Après la réception des vaccins antipaludiques à l'aéroport le 27 juin dernier, place à la vaccination de masse. Et c'est la commune d'Abobo qui va abriter le lancement officiel de l'introduction du vaccin contre le paludisme le lundi 15 juillet prochain. Cette vaccination concernera 38 districts sanitaires repartis dans 16 régions ayant les incidences de paludisme les plus élevées. Elle vise une cible de 250 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. L'extension de la vaccination se fera progressivement dans les 75 autres districts sanitaires d'ici la fin de l'année 2024. J'aimerais vous rassurer que nous veillons à ce que tous les enfants éligibles aient accès à leurs 4 doses de vaccin antipaludique qui leur seront administrées à 6 mois, 8 mois, 9 mois et 15 mois. La réussite de cette vaccination routinière implique la mobilisation de tous et imprégnée des parents. Le gouvernement ivoirien, par ma voix, lance un appel à tous les parents et gardiens d'enfants à faire vacciner leurs enfants contre le paludisme. La vaccination est un acte de protection et de prévention qui sauve des vies. C'est un droit pour les enfants, une obligation pour les parents et un devoir pour l'État qui met tout en œuvre pour que les vaccins soient disponibles dans les centres de santé. En plus du vaccin, les autorités sanitaires recommandent l'usage des moustiquaires imprégnés d'insecticides pour protéger les enfants, la prise de sulfadoxine, pyrimétamine pour les femmes enceintes et l'assainissement du cadre de vie. Voilà, la campagne de vaccination contre le paludisme démarre donc aujourd'hui. Parlant de vaccination, il faut savoir qu'après plus de 20 ans de collaboration, la Côte d'Ivoire se prépare à sortir progressivement de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation Gavi d'ici à 2030. Pour donc réussir cette transition, les experts de la santé ivoiriens et ceux des pays qui se préparent également à sortir du partenariat avec Gavi, y compris les responsables de Gavi, se sont réunis ici à Abidjan. Le point de Davis Oyo. Depuis 2001, l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, soutient la Côte d'Ivoire dans le secteur de la santé. Ce partenariat Gavi-État de Côte d'Ivoire a permis de mobiliser plus de 12 milliards de francs CFA pour l'accès aux vaccins. Aujourd'hui, le pays tend vers un financement domestique durable de la vaccination. De concert avec Gavi, la Côte d'Ivoire et les experts des pays en phase de transition accélérée échangent sur les meilleures pratiques et les défis en vue de réussir la pérennisation de leur système de vaccination. Les pays qui sont en transition, c'est-à-dire qui vont sortir de l'éligibilité de Gavi, dont la Côte d'Ivoire en 2030, il est important que les pays se préparent afin d'assurer la pérennité financière en mettant des ressources nécessaires pour pouvoir acheter les vaccins, pour pouvoir s'assurer que ces vaccins arrivent là où on a le plus besoin. Et progressivement, nos pays connaissent donc un développement économique qui fait que Gavi, pour pouvoir continuer l'appui à d'autres pays qui sont moins nantis,
a décidé progressivement de se retirer. Mais sans pour autant nous lâcher, parce qu'il continue de nous financer, mais il nous permet d'avoir une période de transition pendant laquelle les pays doivent s'apprêter pour pouvoir réussir cette sortie. Cette rencontre, dénommée la conférence d'apprentissage par les pairs sur la transition, vise à présenter, entre autres, une approche harmonieuse, formuler une collaboration en vue d'une transition réussie, du soutien des donateurs et offrir une plateforme au ministre de la Santé des pays en transition de Gavi pour le partage d'expériences. Ces partages de connaissances se tiennent en prélude à la conférence ministérielle sur ce sujet. Intéressons-nous à la modernisation des infrastructures sanitaires. Le privé veut apporter son soutien au gouvernement. Les acteurs proposent des solutions innovantes. Godefroy Kamawa a suivi la rencontre. Regardons. Depuis quelques années, sur le plan sanitaire, l'État de Côte d'Ivoire a consenti d'importants investissements dans les équipements de pointe répondant aux standards internationaux. En perspective, bâtir un système de santé performant et résilient pour une bonne prise en charge des populations. Pour accompagner ces actions, les acteurs du secteur privé proposent également des solutions innovantes en matériel biomédical pour l'équipement des établissements privés. L'État fait déjà beaucoup d'efforts. Notre présence ici, c'est de pouvoir faire la promotion de ce type de partenariat pour aussi permettre aux Ivoiriens de savoir que des entreprises essaient de trouver des solutions pour aider à augmenter la qualité des soins dans nos établissements de santé. Pour le représentant de la tutelle, cette initiative permettra d'améliorer le niveau de l'accessibilité dans les structures sanitaires privées. D'avoir de la qualité au niveau des équipements pour des prestations de soins de qualité. Nous pensons que c'est des initiatives qu'il faut vraiment saluer. Le gouvernement poursuit ses efforts d'amélioration de la qualité des soins aux populations. En associant le secteur privé, cette politique sanitaire traduit l'engagement du président de la République à mettre en place un système de santé solide. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté entreprend une tournée à travers le pays. Miss Belmondo Dogo visite les populations victimes des pluies diluviennes. Des vivres et des non-vivres, et également des numéraires, ont été remis aux populations. L'étape de Pricro avec Michel Mambo-Sogodogo. Après l'étape de San Pedro, c'est la ville de Pricro, dans la région de Lifou, qui reçoit la délégation conduite par la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondo Dogo apporte le soutien du gouvernement aux populations sinistrées suite aux intempéries de ces derniers mois. Avec votre arrivée, nous sommes vraiment soulagés et nous sommes convaincus qu'avec Papa Ado et son gouvernement, nous pouvons être tranquilles. Madame la ministre, nous vous prions de leur transmettre les sincères remerciements du peuple alors pour ce soutien. Au total, ce sont 202 familles victimes des pluies diluviennes et vents violents de mars et avril dernier dans les départements de Daoukro, Mbayakro et 6 villages de Pricro qui ont été soulagés à cette cérémonie. Le lieu pour la ministre au gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou-Kofi, de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. La ministre Raymond Dogo, envoyée par Alassane Ouattara, pour venir non seulement accomplir sa mission, mais humaniser le gouvernement. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté rassure quant à la prise en compte des doléances formulées par les populations, notamment l'adduction en eau potable de certains villages. Pour l'heure, Miss Belmondo Dogo insiste sur les priorités. Dans les villages, nous avons celle des maisons de coiffure, mais nous avons surtout des écoles. Que les tôles et les ciments, pas pour les écoles. Nous sommes certes en vacances, mais en septembre, ce sera la reprise. À la reprise pour les écoles de coiffure, si rien n'est fait, nos enfants ne pourront pas reprendre le chemin de l'école. Débutée en juin dernier, la tournée de compassion et de réconfort aux familles impactées par les pluies diluviennes et tornades se poursuit. Prochaine destination, Mans, Katoura, Korogo et Kong.
Et je le dis en titre, des pompes villageoises, du matériel biomédical, des logements et autres infrastructures sociales remises aux populations de Gbeke. Réalisation du conseil régional avec à sa tête le ministre Jacques Assaoré-Conan. Selon lui, ces ouvrages sociaux sont une volonté du président de la République. Jean-Yves Zadi, Soro Corona. 5 logements de 3 et 4 pièces de construction de type moderne et une pompe à motricité humaine remis aux agents de santé, au personnel éducatif et aux populations des villages d'Abodikro, Safoué-Tchaoun, Sokobo et Bondoukoukli dans la région de Gbeke. Ces ouvrages sociaux qui contribuent au bien-être des populations ont été réalisés par le conseil régional de Gbeke. Occasion pour les bénéficiaires d'exprimer leur gratitude. Faire la navette, aller dormir à Boaké, revenir ou bien venir travailler la nuit et puis rentrer, c'est vraiment compliqué. Maintenant que j'ai eu la maison, je pense qu'il peut travailler dans de bonnes conditions. Nos femmes partaient chercher de l'eau dans les marigots où c'était rempli de microbes. On était exposé à des maladies, mais aujourd'hui, je me réjouis de tout ce que le conseil régional vient de nous donner. Pour le président du conseil régional de Gbeke, ces réalisations s'inscrivent dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. C'est d'accorder une priorité au bien-être des populations. Jacques Assaoré s'engage à redoubler d'efforts afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous instruit au quotidien de faire en sorte que nos populations bénéficient des retombées de sa politique. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes. Je voudrais rassurer les populations de Gbeke que nous allons faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles profitent de la politique du président de la République qui consiste à les doter d'infrastructures de premier ordre. D'autres localités de la région de Gbeke, notamment Tachikro, Téléboudan et Saoundi, bénéficient également d'une maternité, du matériel biomédical et d'un logement de 3 pièces pour enseignants. Arrêtons-nous maintenant sur les journées de la fonction publique dans le Gontougo. Ces journées qui ont pour objectif de promouvoir les fonctionnaires et agents de l'État ont été l'occasion pour le préfet de région, André Gbangbo Kwadio, d'exhorter ces derniers à être des travailleurs exemplaires. Herman Yamia à Bondoukou le week-end dernier. Le préfet de Bondoukou, préfet des régions du Gontougo, veut des fonctionnaires modèles et modernes qui allient rigueur dans le travail, performance, écoute avisée et efficacité dans les tâches qui leur sont dévolues dans l'administration. Cette volonté, il a exprimé lors de la célébration des journées de la fonction publique à la préfecture. André Kwadio Gbangbo a insisté sur le refus de l'absentéisme, du laxisme et du favoritisme en valorisant la contribution du fonctionnaire au service du développement. À partir de maintenant, chaque fonctionnaire doit se dire que je dois faire comme si je suis dans le privé. Les populations attendent de nous des services publics efficaces, accessibles et transparents. Quelle contribution du fonctionnaire du Gontougo dans la performance du service public local? Thème retenu pour cette célébration dans la région du Gontougo. À travers ce thème, les initiateurs de la rencontre veulent rappeler que la performance est un enjeu crucial pour le développement de la région. Ces journées de la fonction publique ont pour objectif de célébrer le service public, également célébrer les animateurs du service public qui sont les fonctionnaires et agents de l'État. Que le fonctionnaire intègre dans son mode de fonctionnement désormais la redevabilité et la responsabilité pour être tout simplement un fonctionnaire nouveau. Un panel sur le thème de cette première édition des Journées de la fonction publique et un sketch ont permis de valoriser le rôle du fonctionnaire pour l'amélioration des services publics. Outre le panel, un défilé a également permis aux différentes directions régionales de présenter leurs services. Le guichet unique du commerce extérieur veut évaluer son fonctionnement. Sa direction générale est allée à la rencontre des responsables de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. Rencontre d'écoute pour recueillir les besoins des opérateurs économiques. On voit cela avec Dangui Dangui. Plateforme digitale permettant d'effectuer des opérations douanières, des déclarations et même des règlements en ligne, le guichet unique du commerce extérieur GUS est dans une dynamique d'amélioration continue selon le premier responsable de cette structure. Le GUS se rapproche alors de ses usagers pour les rencontrer, les écouter afin de s'assurer que ces services sont en adéquation avec les besoins de ces usagers, notamment
les opérateurs économiques. C'est dans ce cadre que les responsables du GUS ont rencontré le président de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire. On a écouté tous ces services au niveau de l'EGUS et on a trouvé ça très formidable. En tant qu'un opérateur sur place, je ne savais pas qu'il y avait aussi cette densité ou bien ce développement au niveau de l'informatique et de rendre le gouvernement complètement électronique. Donc c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, comme tu sais, les États-Unis, c'est le leader dans tout ce qui est informatique. Donc on a beaucoup apprécié cet échange. Ça va nous permettre de quand même faire des communiqués aux cinquantaines de membres qu'on a ici, qui sont quand même des très grands opérateurs. La Chambre de commerce américaine est l'une des structures qui a un certain nombre d'usagers du guichet qui ont une importance pour nous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de rencontrer le bureau de cette chambre-là, avec son président, pour échanger sur l'usage qu'ils font de cette plateforme que nous mettons à leur disposition. Lancé le 1er juillet 2013, le guichet unique du commerce extérieur GUS regroupe toutes les informations relatives au commerce extérieur en un portail unique pour permettre à tout individu désirant de faire du commerce extérieur vers ou depuis la Côte d'Ivoire d'obtenir une marche à suivre claire ainsi qu'un soutien adéquat afin de mener à bien ses opérations commerciales en ligne. Une caisse de solidarité pour la prise en charge médicale des populations d'Abigui, une sous-préfecture dans le département de Dimokro. C'est l'œuvre de 2 associations pour la valorisation de l'épargne et de l'entraide communautaire de la localité. Les fonds s'élèvent à près de 8 millions de francs CFA et représentent le solde de fin de cycle de 2 AVEC. Léon Brou. Marc est apiculteur. Comme Yao et Séraphin, 2 commerçants, il opère à Abigui dans le département de Dimbokro. Les 3 doivent leurs entreprises à l'AVEC, l'association de valorisation de l'épargne et de l'entraide communautaire. Avec j'ai pu réaliser un poulailler avec les poulets de chair et j'ai pu rembourser. On m'a octroyé un deuxième prêt qui aujourd'hui me permet d'avoir cette ferme que vous voyez là. Je remercie AVEC de m'avoir aidé. J'ai pris crédit et j'ai payé mon congélateur et j'ai pu rembourser. Mobiliser l'épargne et financer les projets de ses membres, mission de l'AVEC. Les 2 d'Abigui affichent un solde excédentaire, plus de 2 millions pour l'un et environ 5 500 000 francs pour l'autre, soit près de 8 millions de francs CFA pour le financement d'une caisse de solidarité médicale. Une innovation soutenue par la présidente de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire et d'autres acteurs de la lutte contre la pauvreté. Une personne qui arrive à l'hôpital et qu'on doit évacuer, il n'y a pas l'argent, automatiquement l'infirmier qui est le premier gérant de cette caisse-là prend l'argent et on évacue la personne et après les parents viennent rembourser sans intérêt. Les AVEC sont des grands moteurs de mobilisation de ressources. Mais surtout, les AVEC permettent aux femmes de pouvoir s'épanouir. Et en tant que présidente d'organisation de femmes, c'est avec joie que je vois les femmes d'Abigui épanouies. La caisse de solidarité médicale de cette localité, la première dans le tissu de plus de 100 AVEC de la région du Nzi, que le sous-préfet appelle les cadres d'Abigui à soutenir. Autre volet de l'actualité, l'Institut de sécurité maritime interrégional spécialisé dans la lutte contre la criminalité traditionnelle et émergente dans le golfe de Guinée fait le point de ses actions. Les acteurs se sont réunis la semaine dernière pour dresser un bilan et faire des projections. Victorine Yaouyoué. La criminalité maritime dans le golfe de Guinée retient toute l'attention de nos États. L'une des réponses à cette problématique au niveau de la Côte d'Ivoire, la formation de personnel. Mission assignée à l'Institut de sécurité maritime interrégional, ISMI, logé à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. Depuis l'ouverture de l'ISMI en 2015, 2500 hommes et femmes sont formés, contribuant ainsi à la lutte contre des fléaux tels que la piraterie maritime, la pêche INN et les crimes émergents, notamment la cyberactivité, le blanchiment de capitaux et le terrorisme maritime.
La criminalité maritime est multidimensionnelle et transfrontalière. Le bilan de l'Institut est certes déjà impressionnant puisque nous avons plus de 2500 stagiaires déjà formés, mais nous devons continuer de travailler afin de doter notre Institut d'un prestige et d'une crédibilité internationale. La création de l'ISMI est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les autres États du Golfe de Guinée et des partenaires internationaux dont la France, l'Allemagne, le Japon et les Nations Unies. Le ministère délégué chargé des Affaires maritimes appelle au renforcement ainsi qu'à la pérennisation de ce partenariat. L'ISMI se positionne comme le centre de formation par excellence sur les questions de sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Le modèle économique de l'ISMI repose essentiellement sur ces partenariats. C'est pourquoi je voudrais vous demander de maintenir, sinon d'accroître vos contributions en vue de permettre à l'ISMI de consolider sa place de pôle d'excellence régional en matière de sécurité et de sûreté maritime. Accélérer le rayonnement et la crédibilité de l'Institut de sécurité maritime interrégional nécessite un appui financier conséquent. Le gouvernement ivoirien a donc décaissé 3 milliards de francs CFA pour, entre autres chantiers, la construction du siège de l'ISMI prévu pour être livré ce second semestre 2024. 100 jeunes filles viennent de bénéficier d'une formation au centre d'insertion civique de Guédipo, dans le département de Sassandra. Dans le cadre du projet de resocialisation dénommé Girls Powers, ces filles ont appris durant 3 mois une formation dans divers métiers. Suivant. Centre du service civique de Guédipo, dans le département de Sassandra. 100 jeunes filles défilent devant le drapeau national en présence des autorités et des parents, certaines avec un enfant attaché dans le dos. Il s'agit de la cérémonie de fin de formation de la deuxième cohorte des filles stagiaires volontaires, dans le cadre du projet de resocialisation dénommé Girl Power. Nous avons été formés à des valeurs de la société telles que la discipline, la probité, l'assiduité et surtout l'amour et l'engagement pour notre patrie. Nous avons aussi été formés aux métiers tels que la construction métallique, l'élevage, l'électricité auto, la pâtisserie et l'esthétique. Le projet Girl Power vise à réduire la vulnérabilité des jeunes filles âgées de 16 à 24 ans, issues des milieux défavorisés. Ce programme permet à l'Office du service civique national de renforcer les compétences de vie courante et entrepreneuriale de ces adolescentes et jeunes femmes. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, représentant le ministre Touré Mamadou, l'encadrement civique des jeunes, leur engagement citoyen et leur insertion professionnelle, une priorité pour le président de la République et son gouvernement. Le programme jeunesse du gouvernement a permis d'impacter 1 105 556 jeunes, dont 1 452 jeunes pris en charge dans les centres de service civique. En 2024, c'est au total 1 470 984 jeunes qui seront également impactés, dont 2 300 jeunes en situation de vulnérabilité, comprenant les 900 jeunes filles. Après la formation, ces 100 jeunes filles vont bénéficier d'un stage de perfectionnement dans des entreprises. C'est un reportage de Sam Conan. À l'initiative de la Direction générale de l'Office national de la population, les acteurs des données de population sont depuis quelques jours maintenant à Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Ils y sont pour l'élaboration du répertoire national des indicateurs de suivi du dividende démographique. Charles Tatou a les détails. Le ministère de l'économie, du plan et du développement à travers l'Office national de la population se prépare pour doter la Côte d'Ivoire d'un répertoire national des indicateurs de suivi des dividendes démographiques. C'est tout le sens des travaux de l'atelier qui se déroule en ce moment à Yamoussoukro et qui enregistre la participation de 30 experts et acteurs des données de population et de développement en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'ONP, ce répertoire
est extrêmement important. En 2017, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Addis Abeba pour décider d'investir beaucoup plus dans la jeunesse en vue de tirer profit de cette ressource stratégique-là pour nos différents États. Au dernier recensement de la population de la Côte d'Ivoire en 2021, il a été révélé effectivement que presque 3 personnes sur 4 dans notre pays au moins de 35 ans. C'est une population qui est trop jeune. C'est un atout pour le développement de notre nation. Alors l'Office national de la population a la lourde responsabilité de suivre les progrès de notre pays vers la capture du dividende démographique. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons élaboré un outil qui est très important que nous appelons le RENID. C'était un répertoire qui va nous permettre de compiler l'ensemble des indicateurs pour faire le suivi des progrès de notre pays en matière du dividende démographique. Ce répertoire permettra de disposer d'un système intégré de données sur le dividende démographique. Il constituera donc un outil pour éclairer les prises de décision du gouvernement. Voyons maintenant la 6e édition des journées scientifiques de l'INISAC. C'était au sein de l'établissement à Cocody. Les activités se sont déroulées autour du thème « Dynamisme des expressions artistiques et culturelles en Côte d'Ivoire, trajectoire, défis et perspectives ». Serge Pakom-Didi, Dangui Dangui. Là, en plus de divertir, est une porte ouverte sur la science et l'entrepreneuriat. C'est ce qui ressort des journées scientifiques de l'INISAC autour du thème « Dynamique des expressions artistiques et culturelles en Côte d'Ivoire, trajectoire, défis et perspectives ». L'accent est mis sur les différentes formes d'expression artistique et culturelle pour juste créer ce cadre de réflexion pour étudier donc ensemble l'impact des différentes formes d'expression artistique et culturelle sur le développement. Ces journées se tiennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de recherche scientifique, culturelle et artistique de cet institut de formation. Pour moi, ça a été un avantage, une opportunité d'élargir mon champ de recherche et encore mon champ d'intellect musical, si je peux le dire ainsi. Je propose une thématique sur les alliances matrimoniales entre les Dida et les Vavikam en Côte d'Ivoire. C'est la construction des solidarités entre les communautés à partir des alliances interethniques. Pour la tutelle, ces réflexions contribuent à renforcer la compréhension artistique et culturelle. L'enseignement supérieur rime avec la recherche. Madame la ministre apprécie cette démarche, elle l'encourage vivement et tient à ce que cela continue. Plusieurs prestations artistiques ont marqué ces dites journées. Les peuples Dida, Godier et Neyo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, préparent activement la 14e édition du Djaka Festival, un événement culturel qui met en lumière l'activité agricole des populations de cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour le lancement, rendons-nous à l'INISAC à Cocody avec Michel Mambo. Djaka Festival, immersion au cœur de la culture Dida, Godier et Neyo. Le top départ est donné pour l'édition 2024. Elle jette les bases de la promotion de l'agriculture et des chaînes de valeur agricole. C'est une occasion pour nous de rendre hommage à toutes ces femmes qui, par des corps constitués, des coopératives, ont déjà lancé le message de la mobilisation vers l'autosuffisance alimentaire, mais c'est aussi un message d'avertissement pour ceux d'entre nos parents qui ont gardé le réflexe de brader le peu que nous avons encore d'authentique, à savoir la terre. Plusieurs innovations à noter pour cette 14e édition. Le Djaka touristique nous amène, nous les Djakafines, mais tous ceux qui veulent visiter la région, à aller découvrir notre région, à vivre chez l'habitant, à manger avec nos parents, à échanger, à connaître leur réalité et à voir en même temps les potentialités touristiques. Mais nous avons un autre circuit qu'on appelle Djaka Découverte, où nous allons découvrir les plantations de café, cacao et EVA jusqu'à l'usine, jusqu'à l'exposition. L'essentiel pour nous, c'est que les circuits doivent nous permettre
de rapprocher le festival des parents et en même temps de découvrir les réalités dans les villages et de vivre avec nos parents. Le ministère de la Culture, qui est la plus institutionnelle de ce festival, ne peut pas rester en marge. Et ça encourage toujours les promoteurs culturels à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire et à promouvoir notre culture. Djaka Festival, la 14e édition, se tiendra du 13 au 18 août prochain. Promotion des rythmes et danses, procession carnavalesque, foire commerciale et gastronomique, entre autres activités au centre des festivités. Voilà, un reportage de Michel Mombo dans un commentaire de Jean-Marc Djadji. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, c'est jour de vote ce lundi au Rwanda pour des élections présidentielles et les législatives. Les bureaux de vote ont ouvert dès 7h, heure locale. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, brigue un 4e mandat consécutif de 5 ans à la tête du pays. Le candidat du FPR, qui dirige le Rwanda depuis la fin du génocide de 1994, a sonné la mobilisation dans tout le pays lors d'une campagne à l'américaine, toujours aussi adulée par des milliers de partisans, tel un héros qui incarne pour eux paix et développement. Face à des adversaires très loin de l'inquiéter, les deux candidats autorisés à affronter le président lors de ce double scrutin peinent à rassembler autant. Et puis le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a lancé hier dimanche 14 juillet un processus de réconciliation très attendu 40 ans après les massacres de Gukuranyudi, au cours desquels 20 000 civils de la minorité Ndembele avaient été tués. Un événement très attendu au Zimbabwe alors que les souvenirs de ces massacres ont toujours suscité grief et tension dans le pays. Merci à toutes les équipes qui nous ont aidés à présenter ce journal. Excellente journée. Dieu nous garde.